Et si réellement la situation du Congo central, c'est une question des cataractes contre le bas fleuve, qui va diriger maintenant cette province après Matumona? Et si réellement la situation à Béni est l'occupation des terres par ceux qui viendront d'ailleurs, et que personne ne veut dire parce que, en réalité, ceux qui veulent bien que le Congo se déchire commenceraient bien par Béni. Et s'il veut, en réalité, que cette situation soit beaucoup plus claire dans notre pays, que le signal vienne d'en haut, beaucoup plus offensif. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici à RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Asafi. En réalité, est-ce que le bas fleuve ou les cataractes peut, oui, je parle bien de la partie de cette province du Congo central dirigée seule pendant longtemps, dans cette province effectivement où les uns ne veulent pas laisser aux autres aussi leur tour, c'est ça la guerre. Est-ce que c'est la guerre entre le FCC qui a la majorité dans chaque province et que le cash qui veut bien lui siffler quelques gouverneurs, qui va gagner par rapport à qui? Et pendant ce temps, que fait le Congo? Oui, il perd les dollars à 18 presque, et les prix qui ne font que flamber, et les caisses qui s'amenuisent. Du côté des Bénis, c'est la même chose, l'offensive est installée, mais les théories continuent, on diabolise qui est derrière, qui est manipulé, par rapport à quoi? Est-ce qu'on ne veut pas faire pression et terroriser la population pour qu'elle décampe, et puis qu'on vienne la remplacer par une autre? Voilà ce que personne n'ose dire à Béni, parce que le calvaire ne peut que continuer. Alors, dernière révélation, cette signature des conventions entre le service des renseignements belges et rwandais, pourquoi faire? Aller chercher, nous, on a déjà trouvé. Le club d'aujourd'hui sera un peu plus pimenté parce que nous allons effectivement essayer de tordre le cou à beaucoup de mensonges, parce qu'effectivement le Congo a besoin de vérité dans sa situation. Alors, comme vous savez qu'il y a souvent, d'ailleurs, très souvent des journalistes qui n'ont pas leur langue dans la poche, pour ne pas dire qui ne se gênent pas de dire la vérité. Jean-Pierre Kayembe est en place, bienvenue. Merci Jean-Marie, on n'a jamais la langue en poche, mais on est parfois aussi incompris, parce qu'on a été parmi les premières personnes à dénoncer la campagne de balkanisation de ce pays. En ce moment-là, d'aucuns nous ont pris pour des fous. On a été le premier à dire qu'il fallait que la MONUSCO parte de ce territoire. On nous disait, mais si la MONUSCO part, les crimes commis par Kabila ne seront pas documentés, il n'y aura pas de témoins. On a été les premières personnes à dire tellement des choses qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'histoire ou les faits nous donnent raison, et que certainement, il faut qu'il y ait des gens qui puissent accepter soit de se repentir ou de se confesser. Parce que d'ailleurs, la société civile, l'outil en tête, du côté de Béni, réclame effectivement que la MONUSCO décampe, parce qu'effectivement, il y a des non, problèmes. Non, c'est plus la question de la lucha, c'est la communauté congolaise de manière générale aujourd'hui. Vous avez vu des marches simultanées toute la semaine passée à Butembo, à Béni, à Goma, même ici à Kinshasa. Des gens ont manifesté devant le quartier général de la MONUSCO parce qu'on ne peut pas comprendre la passivité, l'inaction, l'inefficacité de la plus grande armée au monde. Il faut comprendre que la MONUSCO, c'est environ 20 millions maintenant, on est à 17. Mais c'est qu'on ne dit pas très souvent que souvent les missions expéditives comme celle de la France, n'est-ce pas, dans le Sahel, aujourd'hui contestées par les Maliens, les Burkinabés et même les Nigériens, un pamphlet aujourd'hui publié d'un journaliste malien, et burkinabé d'ailleurs, surtout burkinabé,
disant à l'armée française, allez-y ou partez de chez nous, on a compris votre sale jeu par rapport à notre pays. Effectivement, on a découvert beaucoup de pétrole là-bas. En réalité, ils veulent sécuriser. Parce qu'on ne peut pas comprendre, Jean-Marie, que la MONUSCO a tout expérimenté dans ce pays. Les drones de surveillance, la brigade d'intervention. Le fameux chapitre 7 a été expérimenté ici. Et on ne peut pas comprendre que l'on soit passé de la mission d'observation à la mission d'imposition de la paix sans résultat concret. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de nous dire quel est ce groupe armé que la MONUSCO, à elle toute seule, a défaite. Donc il y a gardez vos munitions, débat autour de ça. gardez vos munitions. Juste Bien. à côté de vous, vous avez Denis Kaninda qui est journaliste indépendant. La semaine dernière, j'ai eu beaucoup de tweets. Beaucoup les gens tweetent beaucoup, d'ailleurs certains même à place, je ne sais pas pourquoi, demandant l'indépendance de M. Kaninda, c'est à quel niveau, parce que dès qu'il ouvre la bouche, on le sent penchant, pour ne pas dire avec un cœur qui saigne à gauche. Enfin, l'espèce à gauche aujourd'hui le pouvoir, parce qu'autrefois on parlait de force de gauche progressiste. Toujours indépendant ou pas? Normalement, le journaliste, il est toujours indépendant. Oui, mais pourquoi on doute de votre indépendance? En dépit du fait que lorsque Jean-Pierre Kayembe parle, il peut facilement refléter le point de vue de sa rédaction. Parce que c'est quelqu'un qui participe chaque jour à un conseil de rédaction qui répond à une certaine ligne éditoriale. Alors que moi, je ne réponds pas à une certaine ligne éditoriale. Mais la tendance de vos pensées, on devine bien. Hein? Je ne représente pas mon média, s'il vous plaît, c'est très important de le dire. Mes points de vue engagent ma personne. Je ne dis pas que tu représentes le média, mais par le fait que tu participes à un conseil de rédaction qui est édicté par une ligne éditoriale, ça influence le raisonnement et la réflexion par rapport à cette ligne éditoriale que tu es censé utiliser chaque jour. Alors que moi, mon indépendance, c'est par le fait que je ne suis pas orienté dans mon raisonnement par une ligne éditoriale quelconque qui me dit si tu dis ça, eh ben, le patron ne sera pas content, ne dis pas ça, dis plutôt ça. Non, je ne suis pas orienté par une ligne éditoriale. On va essayer de le deviner aujourd'hui, au fil des heures, pour ne pas dire des minutes qui vont suivre. Merci. En face de vous, vous avez Puis Gérard, lui est NC2, pas en cravate, c'est révolutionnaire. Bon, écoutez Jean-Marie, merci d'abord pour l'invitation. Je salue les trois amis sur le plateau ainsi que les téléspectateurs. C'est vrai, je veux faire un peu mieux les propos de Kaninda pour dire que nous avons appris ce même journalisme là qui reste presque universel au regard des principes et des règles qui régissent celui-ci. Mais je vais tout simplement dire ceci. Ceci reste dans l'imaginaire collectif des Congolais. Je peux aujourd'hui défendre un point de vue parce que j'ai toujours dit qu'avant d'être journaliste, nous sommes d'abord citoyens congolais. Nous sommes avant tout citoyens congolais, on devient avocat congolais après, journaliste congolais après, médecin congolais après. Donc nous avons une casquette de citoyenneté. Je peux défendre un point de vue aujourd'hui qui rencontre un raisonnement d'IFCC. Ne dites pas de moi que je suis quelqu'un d'IFCC. Je peux développer un point de vue aujourd'hui qui rencontre un point de vue défendu par Lamouka ou par Cash, ne me caricaturez pas. Donc nous sommes là pour raisonner dans l'objectivité. Et si c'est 1 plus 1 égale à 2, et l'IFCC a dit que 1 plus 1 égale à 2, je dis 2, tant mieux. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut observer les choses. Mais j'aimerais que ce que je vais dire ici puisse venir de moi pour essayer un tout petit peu, pas de vous dédouaner, mais que ça ne soit pas vous qui seriez en train de le dire. Je vais m'incliner ici devant la mémoire de Mathieu Kamango, qui a été sur ce même plateau en train de présenter l'émission Ça fait débat qui ne fait plus débat. Parce que Mathieu est parti, à cette heure-ci, il est installé, exposé au terrain municipal de Bandal, et puis demain il va être porté en terre. J'ai suivi toute la guéguerre autour de la toile par rapport à Fabien Lumbala qui a commencé l'émission sans pour autant lui rendre hommage, mais je vais rectifier une vérité. J'ai appelé Fabien, j'étais avec lui dans un bureau politique quelque part, je lui ai parlé, vous connaissez quand moi je parle, et puis il m'a sorti l'émission, il me l'a même envoyé. Fabien, en commençant l'émission, a entrecoupé les extraits de l'émission Ça fait débat dans les présentations de Mathieu Kamango, et il a commencé l'émission en rendant cet hommage-là. Et après, il y a eu
sur Télé 50 un document un peu plus élaboré qui a rendu hommage à Mathieu Kamango. Je voudrais que les gens qui nous suivent, qu'on puisse respecter la mémoire de Kamango. Cessez de dire n'importe quoi, de raconter n'importe quoi sur Kassamba, de rapporter n'importe quoi sur tout ce que vous êtes en train de le dire. J'ai préféré le dire comme ça parce qu'on est en train de nous suivre au terrain municipal pour qu'on honore sa mémoire, que Mathieu puisse aller en paix. La mort chez nous les Africains, il faut éviter de spéculer parce que c'est un secret de Dieu. La MONUSCO doit partir. De deux choses l'une, surtout chez nous les Baloubala. Lorsque vous avez une fille de 20 ans, vous avez 3 quoi 20 ans aujourd'hui la MONUSCO en République démocratique du Congo. Entre l'inefficacité et la complicité de deux choses l'une, soit la MONUSCO est inefficace, elle doit plier bagage et partir, soit la MONUSCO est complice de ce qui est en train de se passer à l'Est. Et aujourd'hui, à travers l'histoire du monde, aucune force de maintien de la paix de la MONUSCO a ramené la paix dans un pays. Nous en avons marre de la MONUSCO. C'est aux institutions du pays, à Tshisekedi et à nos forces armées de prendre le devant de cette affaire et de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Les preuves sont légion, les uniformes de forces armées retrouvés chez les ADF avec un officier de la MONUSCO indien. Tout ça on en sait. MONUSCO doit partir parce que 20 ans aujourd'hui après, elle est incapable de ramener la paix parce qu'elle était venue pour ça, quand il me le disait, une mission de maintien de la paix, mais qui avec ses hélicoptères, ses blindés, ses armes sophistiquées, ne fait presque rien. Alors qu'elle parte comme ça, les FARDC vont prendre le devant de cette affaire. Merci. Voilà l'intro de cette émission, ce que je voulais rectifier, dire, et surtout par rapport à ce qui concernait la personne de Mathieu Kabango, paix à son âme. Merci beaucoup. À côté de vous, vous avez celui que j'appelle patriote par ailleurs, hein, qui commencera bientôt sa prestation sur Télé 50 parce que c'est une émission sur laquelle j'aimerais que tous ceux qui viendront ici déversent leur congolité, leur âme et leur souveraineté. Charles Kinkankou avec leur équipe. Parce que vous avez la parole, vous avez gardé, vous n'avez pas allé dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, pourquoi on ne dit pas la vérité sur ce qui se passe réellement chez nous? Je l'ai dit en introduction tout à l'heure. On sait qu'au Bas-Congo, l'acharnement sur la présence d'Atou comme gouverneur n'est pas une question juridique, c'est tout simplement une question de tour. Deuxième vérité, Cash n'ayant pas suffisamment de gouverneurs, aimerait bien à chaque fois qu'un gouverneur est en maille avec le FCC, sa famille politique, lui faire un peu, comme qui dirait, l'appel du pied, hein, depuis les Kabati et compagnie, pour peut-être déséquilibrer les forces en présence. Pourquoi on ne dit pas la vérité? À Beni, par exemple, que on tue là-bas pour terroriser la population, les autochtones, les Nandés notamment, pour qu'ils fuient et qu'on vienne replacer ou remplacer par d'autres peuples qui viendront je ne sais d'où. Et bientôt on va demander qu'il y ait l'autonomie de ce peuple meurtri, protégé par les Nations Unies et même une force étrangère de la sous-région. Vous voyez, suivez mon regard. Pourquoi les Congolais eux-mêmes ne disent pas toutes ces vérités-là? Merci. Journaliste en tête. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que je vais vous laisser continuer. Oui. On sait que le Biafra, ce n'était pas une révolution des Nigériens, c'était tout simplement les Occidentaux, après les indépendances, qui ne voulaient pas que les Nigériens gardent le pétrole. On sait que Boko Haram s'est créé parce qu'on ne voulait pas que le Nigeria reste une grande puissance. On sait que Malema en Afrique du Sud a été créé pour atténuer l'ANC, etc., etc. Pourquoi les Africains, souvent, ne disent pas la vérité? Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être encore une fois sur ces plateaux de Télé 50 pour parler patrie. Journaliste patriote, nous aimons notre patrie et lorsqu'il est question de parler de cette patrie, on ne doit pas mettre des états les formes, les masques. On doit rester objectif et rien que dire la vérité. Et vous avez parlé de des choses, Congo central, Béni, mais moi je pense que je dois commencer par la question sécuritaire qui est la priorité des priorités. Parce que sans la paix, on ne peut pas développer le pays. Sans la paix,
il n'y a pas moyen... Et les investisseurs ne viennent pas. Et justement, oui. Cette guerre est une épine dans les pieds de ces géants, hein, ces géants aux pieds d'argile qui est qualifié Yoweri Museveni, qui est la République démocratique du Congo. Sous Kabila, on a vu des gens, des Congolais, parler beaucoup et citer Joseph Kabila comme étant complice. Qui était complice des Rwandais, complice des Ougandais, voilà. Et il était en train de tuer à Béni. Hashtag Béni. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça, oui. Parce que je me disais que comment quelqu'un peut être président de la République et accepter qu'il soit humilié de la manière dont il a été à Béni, il est à Béni. Aujourd'hui, il part demain, on tue là. Donc, comment quelqu'un pouvait être président de la République et accepter de telles humiliations? Donc, moi, je me disais aujourd'hui, un président de la République, il déploie les forces qu'on a vues, voilà. Y compris les chefs MG, y compris l'inspecteur général des forces armées sur place. Oui. Et nuitamment, 2 jours après, un groupe d'individus arrive. C'est pour dire que on égorge les Congolais qui sont là et on les ramasse le lendemain. Ce n'est pas une question de camp politique. Je suis désolé de voir des gens vouloir un petit peu essayer de politiser cette question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe réellement là-bas, c'est quoi à Béni? Nous avons autrefois ici essayé d'éplucher les causes de cette guerre. Des causes qui sont à la fois économiques, des causes qui sont patrimoniales, bien entendu, oui. Des causes qui sont liées à des revendications identitaires et des causes qui sont liées notamment à l'épanouissement économique non seulement des locaux, des Congolais, de cette partie de la République, mais aussi de certaines multinationales ou certains pays voisins. Parce que c'est le cas de le dire aujourd'hui. Le Rwanda, l'Ouganda, pourquoi vous citez pas? Ils sont pas justement, nous avons suivi beaucoup de déclarations de certains Africains, certains Rwandais qui ont justement accusé Paul Kagame d'être à la base de l'insécurité qui se passe à l'Est. Bien qu'il faut encore vérifier pour justement se rendre compte de tout ce qu'il disait. Alors, cette guerre à l'Est de la République, nous avons tous suivi le ministre de la Défense à l'Assemblée nationale. Il a dit des choses de manière claire. Ça, c'était avant les huis clos. Il a dit que les attaques qui sont effectuées là-bas, les FARDC ont mis la main sur un certain nombre des ADF qui avaient des téléphones portables et lorsqu'ils ont vérifié dans ces téléphones, ils ont trouvé beaucoup de numéros de téléphone et en appelant ces numéros de téléphone-là, ils sont tombés sur certains Congolais. Ça, c'est ce que le ministre a dit. Des Congolais de Béni et même ceux de Kinshasa. Oui. Ça, c'est ce que le ministre a dit. Donc, ça veut dire qu'il y a une complicité. Il y a des Congolais qui tirent des ficelles pour que cette guerre-là puisse perdurer. Et aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est déterminé, qui a fait une déclaration grave. Félix Tshisekedi a dit qu'il est prêt à mourir pour amener la paix dans l'Est de la République. Mais est-ce que cela suffit pour que cette guerre puisse prendre? Est-ce que cela suffit? La population aujourd'hui de Béni a un rôle extrêmement important à jouer. Je vais vous poser une question directe. Oui. Est-ce que on a vu que depuis le passation de pouvoir civilisé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, pendant au moins 1 ou 2 mois, il ne s'est passé rien à l'Est. Calme. Et d'un coup, c'est reparti dans les tueries. Est-ce qu'on n'est pas en train de discréditer le pouvoir de Félix Tshisekedi à l'Est pour le pousser à être moins populaire et qu'on aille à chercher maintenant que les ONG interviennent, que la MONUSCO dise on ne peut pas laisser la population parce qu'il y a encore des tueries, et que la sous-région dise voilà on a des solutions
Parce que ça peut pas être que militaire, comme on a eu autrefois avec conférence sur la paix à Mani, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas en réalité Félix Tshisekedi qui est dans la ligne de mire? Donc moi je disais ici que cette question n'est pas une question qu'il faut beaucoup politiser et dire que c'est contre Félix ou c'était contre Kabila, c'était pour déstabiliser Kabila. Parce qu'à l'époque, on pensait que c'était pour déstabiliser Joseph Kabila et que Kabila était complice. Et aujourd'hui que Félix Tshisekedi est déterminé à mettre fin à cette guerre, nous voyons que la guerre continue. Que les tueries continuent. Les tueries continuent, donc ça veut dire que nous ne pouvons pas vouloir essayer pourquoi vous passez outre? Pourquoi vous passez outre la question de l'occupation de terre? Parce que nous avons dit qu'il y a des causes économiques. Oui. Le coltan, le bois, le pâturage. Justement, il y a des causes économiques qui sont, entre autres, légions de cette guerre. Nous ne pouvons pas dire que c'est contre les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Parce que ceux qui en tirent des bénéfices économiques ne veulent pas Félix Tshisekedi. Ils le font pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi nous devons dépassionner un peu le débat et faire confiance à notre armée et surtout demander à la population de cette partie du pays de dénoncer tous les suspects que l'on retrouve dans des villages par-ci par-là. Je vais terminer, M. Jean-Marie Kassamba. Oui. Joseph Kabila, sous Joseph Kabila, il y avait une belle proposition qui était faite, souvent dans le discours sur l'état de la nation et autres. Dans ces discours-là, le président Kabila parlait de la politique de regroupement des villages. Dans cette partie-là, il y a beaucoup de villages où on peut trouver un village de 5, 8, 10 personnes et l'armée n'ayant pas les dons d'ubiquité, il est difficile de sécuriser, en même temps. Oui, de sécuriser tout le monde. Mais si on regroupe les villages, ces villages-là peuvent être sécurisés et on peut... Mais le problème aussi, il faut tenir compte de l'histoire. Si les gens sont sur leur colline et ils sont nés là-bas, leurs ancêtres là-bas, on n'a pas leur demandé de quitter leur colline. Mais pour le moment, oui. Comme la guerre... Parce que s'ils quittent leur colline, d'autres vont venir l'équiper. Ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. C'est du terrorisme qui se passe là. Et pourquoi, moi je me pose la question, pourquoi les ADF ne vont pas attaquer Goma par exemple? C'est parce qu'à Goma, c'est une grande ville où il y a... c'est grand aussi, hein, comme ville. Mais souvent, ces tueries-là se passent dans des petits villages. En périphérie. Justement. Alors, Jenny Kandé, même question. Qui est complice maintenant de ce qui se passe à l'Est? Bon, complice, je ne voudrais pas parler en ces termes-là, parce que je ne le dirai pas mieux que le ministre de la Défense. Moi, je pense ici que la question, je ne vois pas les choses comme Charles Quint, parce que je pense qu'une guerre, elle est avant tout politique. Parce que lorsque on mène une guerre, c'est soit pour un positionnement, c'est soit pour affirmer sa force, et c'est ce qu'on voit entre nations. Les nations aujourd'hui bâtissent leur armée pour affirmer leur force, leur puissance, et quelque part c'est politique. Mais après il y a des intérêts qui sont économiques. Et aujourd'hui, parce que la question a été pertinente de pouvoir regarder la question de Béni, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ne vise pas le discrédit sur le président de la République? Oui, parce que c'est la question. Ça, moi je pense que vous avez tout à fait raison. Si l'on considère ces 2 premiers mois de Félix Tshisekedi après l'alternance et l'on considère les promesses qui ont été faites pendant la campagne pour stabiliser la région de l'Est, amener la paix, et les actions qui ont été engagées par Félix Tshisekedi, notamment le nombre de forces combattantes qui ont été multipliées. Aujourd'hui, on a 21 000 hommes des FARDC dans l'Est du Congo. Quand vous prenez les 20 000 de la MONUSCO,
c'est pratiquement 41 000 hommes qui sont dans l'Est pour donner la paix à nos compatriotes. Mais pourquoi ça n'arrive toujours pas? C'est là que moi, je suis un peu inquiet. Je suis inquiet, d'autant plus que la MONUSCO, lorsque je suivais le docteur Denis Mukwege, nous, on est loin, on est à Kinshasa, mais les gens qui sont dans l'Est du Congo, ils comprennent mieux la situation que nous, parce qu'ils vivent ça dans leur chair. Le docteur Mukwege a dit qu'on devait encore garder la MONUSCO. Oui, pourquoi faire? On devait garder la MONUSCO. Pourquoi faire? Lorsque moi j'analyse, je pense qu'il y a une question de la logistique qui se pose, simplement. De la logistique. Parce que les zones dans lesquelles opèrent les ADF, ce n'est pas comme à Kinshasa où vous pouvez facilement faire passer l'information. C'est dans des villages, dans leur fuite face à l'attaque de FARDC, dans leur fuite, ils se replient contre les populations civiles. Denis Kaninda, lorsque on trouve des effets militaires des FARDC, de la police, dans les véhicules de la MONUSCO, et que quand on attrape les ADF ou leurs vassaux, on trouve ces mêmes effets. Il y a des numéros de téléphone, il a été dit. Il y a des complicités. Le degré de confiance est à quel niveau? Lorsque la société civile locale, les jeunes de Beni, de Butembo, de Goma, qui vivent au quotidien, ils voient les patrouilles et tout ça, ils disent, on n'a plus confiance parce que vous êtes à 500 mètres d'ici, on vient, on égorge, vous avez les satellites, vous avez les drones, vous avez, et vous ne faites rien. J'étais en train de dire que la Maintenant, MONUSCO... vous dites, Mukwege dit, il faut que la MONUSCO reste. Mais pendant tout ce temps, les femmes qui sont tuées là par ces ADF, pourquoi Mukwege ne peut pas porter plainte ou dénoncer comme il faisait à l'époque de Kabila? J'espère avoir le même timing que Charles Leguin tout à l'heure. Je vous accorde la parole. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que sur le plan logistique, la MONUSCO dispose de tout ce qu'il faut pour ramener la paix dans l'Est. Et pour quel résultat? Et maintenant, lorsque vous regardez les conventions, les textes réglementaires, vous comprenez que sur la première ligne d'attaque, c'est les FARDC qui interviennent. Et la MONUSCO vient en appui. Les chapitres 7, monsieur. Mais la demande doit venir du gouvernement congolais. Apparemment, lorsqu'on a entendu parler monsieur Jean-Pierre Lacroix, je crois, Jean-Pierre Lacroix, c'est ce qu'il a dit. Il dit que maintenant que ça a été formalisé, il y a eu entente entre le gouvernement et la MONUSCO pour une intervention aux côtés des FARDC, parce qu'il faut dire que l'action qui a été menée jusqu'ici, c'était une action qui n'était menée que par les FARDC. Est-ce que la brigade d'intervention... Attendez. Que la MONUSCO... Attendez, vous allez continuer, je vous ai dit. Vous me perdez le fil d'idée. Non, est-ce que la brigade d'intervention, notamment commandée par les Tanzaniens, qui a contribué d'ailleurs à la chute de M23, etc., aujourd'hui fonctionne dans les cadres des Nations Unies, sous chapitre 7. Mais le chapitre 7 existe. Dit que vous pouvez attaquer à tout moment. Jean-Marie, le chapitre 7 existe. Oui. Est-ce que cela donne droit à la MONUSCO de lancer une offensive sans pouvoir parler avec le gouvernement congolais? Ça ne doit pas se passer de cette manière-là. C'est le gouvernement congolais qui a en charge la sécurité des Congolais. Donc, ce qui se passe à Beni aujourd'hui, moi je pense que nous devons encourager que la MONUSCO puisse mener des enquêtes à son niveau pour mettre hors d'état de nuire les brebis galeuses qui sont au sein de cette force. Parce que les brebis galeuses, il n'y en a pas qu'au sein de la MONUSCO. Même au sein des FARDC, il y en a. Parce que lorsque le ministre de la Défense dit qu'il y a une complicité des Congolais au niveau de Beni et au niveau de Kinshasa,
ce n'est pas seulement les civils. Ce n'est pas seulement les civils. Parce qu'on a finalement ramené la plénière à huis clos. Mais nous aurions bien voulu avoir toutes les informations. Lorsqu'on parle de la complicité, est-ce qu'il s'agit des Congolais civils ou il s'agit des Congolais militaires? Mais nous savons qu'il y a plusieurs rapports qui ont décrié le comportement de certains généraux congolais. Alors aujourd'hui, moi je pense que nous ne devons pas aller très vite. C'est vrai que nos compatriotes, ce qu'ils ressentent dans leur chair, qui demandent aujourd'hui le départ de la MONUSCO, c'est avec raison. Mais nous ne pouvons pas le faire activement. Il faut que nous puissions demander à la MONUSCO de mener des enquêtes et de nous sortir ces brebis galeuses qui sèment des trous. Parce qu'on a vu les images. Moi, je reste soucieux de savoir la vérité. Sur les images qu'on a vues, on voit les casques bleus en train de jeter des corps dans une fosse commune. On n'a pas encore une explication là-dessus. Donc, moi, je suis d'avis qu'il faut maintenir la MONUSCO, mais il faut mettre hors d'état de nuire tous les éléments qui ne travaillent pas dans le cadre de la mission de cette force-là. Combien d'agents, et la parole va tourner, qu'on a attrapés à la frontière avec des minerais dans les engins de la MONUSCO et de la bière? Oui, mais c'est la même chose qu'au sein des FARDC, il y a des généraux qui donnent des armes aux groupes armés, qui donnent et des armes et des munitions et des tenues. Donc c'est les deux côtés, Jean-Marie. Parce que si nous disons aujourd'hui que la MONUSCO... Et vous pensez que John Noumi, inspecteur général des FARDC, va tolérer qu'il y ait comme ça des actions? Nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, si la MONUSCO quitte, la paix revient dans l'Est du Congo. Bon, en Angola, ça a été le cas. Jean-Pierre Kambé. Jean-Marie, on sait tous dans ce pays qu'il a existé un dicton devenu populaire, no Kunda, no job. Oui. S'il n'y a pas de Kunda, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de job pour les troupes onusiennes. Aujourd'hui, on parle de la MONUSCO, mais dites-moi, qui compose cette mission internationale? Qui sont ces militaires que les Nations Unies envoient au front? Jean-Marie, j'ai été pendant de longues années attaché à la MONUSCO. Le Kivu est l'une des régions du pays où j'ai le plus visité. Mais c'est des Indiens, Jean-Marie. C'est des gens venus du Bangladesh, c'est des Pakistanais. Avez-vous vu des petits pays? Oui, avez-vous vu des Français au front, là-bas à la MONUSCO? Avez-vous vu des Américains? Non. C'est des gens, j'imagine, des chômeurs dans leur pays qui ont à peine été formés, envoyés ici et qui ne vont pas au front. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la MONUSCO a tout eu. Ce qu'on a donné à cette mission à travers le monde, ça n'a encore été fait. Elle a tout eu, elle a tout obtenu et n'a rien fait. Et 20 ans après, je pense que nous avons maintenant une armée assez disciplinée, qui est 10e en Afrique et qui peut, si on donnait à notre armée la logistique que détient la MONUSCO aujourd'hui, je pense qu'elle ferait mieux. Vous avez parlé de la brigade d'intervention, j'ignore où elle se trouve encore. Mais il faut voir, cette brigade, comment... elle a été diabolisée. Elle a été diabolisée. Par Ban Ki-moon à l'époque. Mais c'était des Sénégalais, oui. C'était des Sud-Africains, oui. C'était des Africains qui connaissaient des réalités africaines et qui ont participé à la déconfiture du M23. Oui. Ils étaient au sol en même temps avec les troupes régulières. Mais maintenant, vous nous laissez des Indiens ici qui passent tout leur temps. Quand vous allez à Goma, vous voyez comment leurs véhicules sont parqués tout le temps devant les hôtels et des bistrots. Donc aujourd'hui, Kabila avait dit en son temps qu'il y avait du terrorisme et personne ne l'a cru. Kabila dénonçait du terrorisme dans le Kivu. Que ZADF c'était à la fois religieux, oui, et terroriste. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les quelques ADF qui ont été capturés dans leur téléphone, dans leurs effets, on a retrouvé qu'ils ont l'intention d'imposer la charia. Mais derrière les ADF, Jean-Marie, il y a des multinationales. Derrière les ADF, il y a des pays voisins. Derrière les ADF, il y a des forces extérieures. Vous avez appris d'ailleurs cette correspondance qui a été polémiquée dans l'opinion, venant du mécanisme de suivi, demandant la levée des poursuites contre le M23 ou certains éléments du M23. Et là, c'était aussi une sorte de prime à la guerre à donner aux rebelles. Donc aujourd'hui, dans ce pays, on peut se dire on fait la guerre, demain on vient négocier, on reviendra à Kinshasa occuper des postes ministériels, ce qui n'est pas bon.
Dans un passé récent, il y a 4-5 mois, on a vu un opposant débarquer ici, tambour battant, dire qu'il est venu aider le président Tshisekedi. Pour terminer la question Monsieur de Béni. Moussa Nyamwisi, où est-il? Parce qu'il est cité dans certains rapports de l'ONU. Il est cité d'être commanditaire ou, si vous voulez, instigateur ou d'être le bailleur de fonds. Il avait deux questions, Ebola et ADF. Voilà, bon. Mais il a disparu. Il est où? Quand il n'a pas été nommé, voilà, il a disparu de radar. Je crois que ça, c'est très compliqué. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a l'obligation de pacifier cette région. Pendant longtemps, on a dit que Kabila était derrière ces massacres. J'ai eu le malheur de me retrouver au Kivu quand les premiers massacres ont commencé en 2014. On n'a pas pensé qu'on mettrait 7 ans, enfin 6 ans aujourd'hui. Et on ne peut pas comprendre parce qu'on parle des Béni en étant ici à Kinshasa, il faut être sur place, Jean-Marie. Ça fait au moins 150 personnes qu'on a tuées dans l'espace de 2 mois et quelques 3-4 jours. Donc depuis le 30 octobre jusqu'à ces jours, on a égorgé de manière aussi cruelle 150 personnes. Mais on est où? Et Mukwege lui demande que la MONUSCO reste. Mais s'il n'y a pas des exactions, Mukwege n'existera plus. S'il n'y a pas de violence qu'il y a, s'il n'y avait pas la guerre qu'il y a, Mukwege ne serait pas devenu prix Nobel. J'ai du respect pour ces titres honorifiques qu'il a, oui. Mais s'il n'y avait pas tout ce qu'il y a au Kivu, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Donc lui, tout comme la MONUSCO, mais j'aurais voulu que Mukwege a cette notoriété. Mais j'aurais voulu que tu l'utilises, la notoriété qu'il a aujourd'hui, pour dénoncer le terrorisme qu'il y a au Kivu. Les multinationales qui utilisent le coltan du sang. Voilà. Il ne le dit pas. Mais lui, il trouve plutôt à dire autre chose qui va dans le sens de ce qu'il a envie de faire, et ainsi de suite, ce qui n'est pas tellement normal. Donc, le président Tshisekedi a promis de pacifier cette région. Il a dit qu'il se donnerait, qu'il était prêt à se donner. Il a dit qu'il délocaliserait l'état-major général, même si c'est un peu plus complexe. Aujourd'hui, le Béni, Butembo, Nord Goma... Lorsqu'on dit, et Jenny Kanda avec moi, que... Kanyeda, pardon, pas Kandé, Kaninda, Denis. Que c'est Félix Tshisekedi qui est dans la ligne de mire. On veut le discréditer pour nous dire, voilà, vous dites 21 000 hommes, vous êtes inefficace, vous n'avez pas à réussir. Donc, les gens de Béni doivent s'autoprotéger ou peut-être mettre une ligne de force étrangère là-bas pour les protéger. Et Kinshasa discrédité. On n'est pas le là. Mais en fait, c'est un message que l'on envoie insidieusement au président. C'est un message qu'on lui envoie. Tu veux que Béni s'arrête? Qui sait si il a des informations que nous, on n'a pas? C'est un petit chantage qu'on lui ferait peut-être. En quelque sorte, parce qu'on ne peut pas comprendre cette résurgence. Mais en même temps, je comprends aussi, parce que c'est qu'on nous dit, parce que nos forces au front ont réussi de l'exploit. Ils ont... voilà. Les bastions étaient démantelés. Ils ont des bastions importants des ADF, ça il faut le dire, pour aussi encourager les troupes. Leader est éliminé. Ça c'est très important. Oui. Vous avez vu, et d'ailleurs cette semaine, on a arrêté en pleine ville de Goma un responsable du commando ou de la brigade d'élite des FDLR. Donc ce qui s'est fait au front est déjà très bon. Mais maintenant, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, qui peut s'accrocher à son ombre. Donc là, j'essaie de peser encore les choses. Donc, et aussi... Qu'est-ce qu'il doit faire, Félix Tshisekedi? Aussi, je vois... Je me demande s'il était important que l'on surmédiatise les opérations offensives qu'on a lancées. Parce que là, on dirait que l'ennemi somnolé. On commençait à oublier les ADF, Jean-Marie. Oui. Tout d'un coup, il s'est réveillé avec des actes d'une violence incroyable. Est-ce qu'on avait mal fait d'annoncer tambour battant qu'on allait lancer des opérations, et quand on les lance, tous les médias étaient alertés? Est-ce qu'on n'a pas, d'une certaine façon, je ne suis pas expert des questions militaires, est-ce qu'on n'a pas les médias occidentaux, beaucoup des chancelleries, minimisent un peu les actions de l'armée? Ils disent non, voilà, ces FARDC font des actions, on va dire, unilatérales, ça n'a pas beaucoup plus d'efficacité, la preuve, on continue à tuer. Mais Jean-Marie, vous savez qu'il y a des lobbies importants autour de la MONUSCO. Il y a des lobbies importants. La MONUSCO, ceux qui fournissent des munitions, ceux qui fournissent de la logistique, le véhicule, du carburant, c'est tout ça. Alors aujourd'hui, si on dit que la MONUSCO doit partir, donc ce sera des marchés de moins pour ces gens. Donc ils ont intérêt à jouer sur la presse internationale. Mais si eux ne parlent pas des Béni, nous on le fait si bien, Jean-Marie. Télé 50 est suivi à l'extérieur, Télé 50 est suivi au fin fond des Béni.
et les Bénissois qui sont de ce côté se rendent compte que notre presse est active. Et nous allons parler de cette situation. Béni fait partie du Congo, Béni ne partira pas, Béni sera au Congo et les habitants de Béni seront en sécurité. Et quand même, puis Gérard. Oui, Jean-Marie. Les journalistes congolais, les intellectuels congolais, les politiciens congolais, est-ce qu'ils ne voient pas la dimension patrimoniale qu'on veut pousser les Nandés à sortir de leur territoire pour les remplacer par d'autres peuples et que les Nandés résistent et qu'en même temps, ces territoires, on veut le décréter autonome parce que Kinshasa n'est pas capable de protéger ces gens. C'est vers ça qu'on s'achemine. Bon, un Darfour qui ne dit pas son nom. Bon, écoutez Jean-Marie, je ne sais pas si vous parlez de nos collègues chroniqueurs de musique ou bien de la culture. Non, je parle de vrais journalistes. Ah oui, Comme vous. Parce que la population est témoin. Je pense qu'aujourd'hui, cette seule catégorie médiatique qui est restée pour faire ce travail patriotique pour lever de la conscience nationale, c'est nous là des journalistes. Parce que ce que nous disons ici, je le parie bien, aucun politicien du FCC, du Cash, de la Mouka, de quoi, vous le verrez dire des choses telles que nous le disons ici. Ils vont seulement agresser les ministres. Non, oui, seulement c'est différencié dans ce banditisme institutionnel pour agresser les ministres. Un peu du folklore. Oui, dans l'hémicycle, là, au-delà de tout, ça saute aux yeux. Mais vous avez posé une question à deux volets que j'ai compris que même vous aussi par passion ça vous a essayé un peu d'échapper parce que vous avez parlé du Congo central par rapport à cette... On va y revenir, Moi, j'ai voulu que je commence par ça et que je termine par Béni, c'est très important. Je suis en train de... Quand vous êtes à Congo, voilà. Allons-y. Ouvrons un peu cette fenêtre de fond. À tout. La question de l'élite congolaise en termes de réflexion, en termes d'analyse... Là, vous parlez du Congo central. Oui, je parle du Congo central. Oui. Mais je remonte un peu la pente pour dire que nous sommes où là? C'est la grande question que l'on se pose, nous intellectuels, élites, leaders d'opinion. Le problème du Congo aujourd'hui, Jean-Marie, c'est que nous ne voulons pas être nous. Même si, quand je parle avec le professeur Essambo, quand même un des grands constitutionnalistes de mon pays, je lui ai toujours dit que les textes que nous avons, notamment la Constitution, c'est du mimétisme occidental que nous avons puisé dans le modèle, notre constitution de 2006. De 2006, dans le modèle français et américain que nous avons aujourd'hui. Une constitution a une dimension juridique tout autant une dimension sociologique. Elle est faite en tenant compte de nos propres réalités. Adaptée par rapport au Congo central. Voilà. Allez-y. C'est ça que j'y vais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un parlement bicaméral, une assemblée nationale avec un Sénat? Nous avons besoin de voir toutes ces assemblées provinciales pourries. Non, c'est pourri, Jean-Marie. Ce qui se passe au Congo central, je ne me rends pas compte aujourd'hui que ça peut se passer ainsi. Et le président de la République, parce que beaucoup de ces politiciens-là aussi ne lisent pas assez. Je suis à l'article 198 de la Constitution, alinéa 10. Donne le pouvoir au président en cas de grave crise institutionnelle provinciale de limoger soit le gouverneur, soit de dissoudre l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas assez de procédures. Kabila l'a fait, le premier, en limogeant Baïndé de l'Équateur. Et aujourd'hui, il y a crise au Congo central. Je dis à Tshisekedi, soit vous chassez à tout de son poste de gouverneur, soit vous dissolvez l'Assemblée provinciale pour que nous ayons la paix dans cette partie du pays. Ce qui se passe là-bas saute aux yeux. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit arriver... Ce n'est pas la politique d'envoi, comme qui dirait, des hameçons comme ça vers le FCC pour pêcher quelques gouverneurs, quelques députés, parce que Cash n'a pas suffisamment. On a parlé de la vérité parce que on voit le rôle joué par le ministre de l'Intérieur, enfin le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui a été agressé d'ailleurs, qui est un grand frère par ailleurs, mais la politique c'est la politique. Pourquoi les provinces qui sont autonomes, l'exécutif s'y mêle, national je veux dire? Jean-Marie, je suis désolé. C'est constitutionnel ça. Je suis désolé qu'une telle question vienne de quelqu'un comme vous. Je suis franchement désolé. C'est constitutionnel. Mais écoutez, qu'en n'avons-nous pas vu dans ces pays? Chadari, Bochab, Mova Sakani.
Ils ont fermé les assemblées provinciales. Ici, on voyait même des policiers qui ont entouré les assemblées provinciales, notamment celle du Congo central. Elle n'a repris que lorsque nous sommes allés aux élections du 18 décembre. Les élections du 18 décembre. Mais jusqu'à ce que Jacques Bamoyen puisse mourir, l'assemblée était encore fermée. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire ici quand même, mon Dieu? Et puis, logiquement parlant, les assemblées provinciales, les gouverneurs des provinces, ils sont sur le plan administratif, même politique et sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Quand les Chadari, les Bochab, les Mova le faisaient, ce n'est pas un problème, mais quand Gilbert Kakonde le fait, ça devient un problème. Moi, je voudrais que nous... Que dit la loi en la matière? La loi, c'est la décentralisation. Écoutez Jean-Marie, je voudrais que nous puissions être corrects. Oui? Il y a des questions qui transcendent nos penchants, nos appartenances politiques. Parce que le mal ici, c'est qu'on veut tout ramener autour du cash FCC alors que nous parlons pays. Mon ami était en train de le dire, la question de l'Est par exemple. Pourquoi cette question doit être politisée à outrance? Soyons corrects. Aujourd'hui, même si à tout partait, on refait les élections de gouverneurs au Congo central. Croyez-moi, c'est un type d'IFCC qui passerait. Alors, je me demande finalement, on est en train de chercher quoi? On est en train de chercher quoi? La question, vous ne l'avez pas voulu, elle est d'ordre juridique, mais aussi politique. C'est l'Assemblée provinciale qui devrait faire partir à tout. L'Assemblée provinciale, avec tous ces députés provinciaux corrompus, ne l'a pas fait. Vous voudrez qu'au terme de 3 mois... C'est déjà fait avec 24. Justement, mais après toutes ces pressions, et voilà comment est-ce que cette question est jetée de l'opposition. Alors la question qu'on se pose nous maintenant, et c'est la thématique, qui alors va diriger? Parce qu'il y a toujours le problème de cataractes, problème de bas-fleuve, problème de Lukaya. Qui va remplacer à tout? J'étais en train de le dire, vous m'avez rejoint, Jean-Marie. Aujourd'hui, cette constitution, sur le plan des réformes institutionnelles, les originaires doit être changée cette constitution. Je pèse bien mes mots. Mais c'est ça, on a déjà commencé. Je pèse bien mes mots. Je ne parle pas de réviser. Et s'il faut que nous allions, pas derrière les petits calculs politiciens des gens, s'il faut que nous passions de la 3e République à la 4e République, moi je suis pour. Cette constitution nous pose... On va vous jeter la pierre que vous êtes en train de travailler pour Joseph Kabila. Non. Pour qu'il revienne. Avec la nouvelle constitution. Kabila, ça c'est un autre... Kabila s'est représenté, c'est une chose, mais se faire élire par ces mêmes peuples congolais, c'est une autre chose. Ne présentons pas Kabila comme si pas venir par la force et reprendre les pouvoirs. C'est mal partir. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, le problème est presque là. La Constitution ne dit pas que les gouverneurs doivent être les originaires. Nulle part la Constitution ne l'a pas dit. Mais les politiciens eux-mêmes ont pris cette conception, ont mis ça dans la tête des gens. Et qu'aujourd'hui ne peut être gouverneur du Congo central qui est Mukongo, à l'Équateur qui est Mungala, ou dans les Kasaï qui est Moulouba. Mais quand on parle de la tournante des cataractes bas-fleuve et Lukaya, ça c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Ça c'est une organisation interne de la province qui est encore justement, comme vous le dites, comme j'étais en train de le dire, mal exploité. Mal exploité, ne peut devenir gouverneur que celui qui se présente avec un bon programme politique et qui est capable, et puis on l'élit. Maintenant sur le plan interne, et ils se sont dit quoi? Président de l'Assemblée provinciale si c'est cataracte, gouverneur si c'est bas-fleuve, vice-gouverneur, ils se sont partagés là des choses dans ce sens-là. Donc moi je dis que l'expérience après tous ces temps, 2006 aujourd'hui je crois c'est 13 ans, avec cette constitution ça ne va pas, elle nous cause beaucoup de problèmes. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? À tout est parti, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? À tout est parti sur le plan. Ce n'est pas parti. Non. Oui. Mais 24, il y a les procès verbal. Il y a les procès verbal qui est publié. 24 députés ont voté. Suivez les comptes rendus du Conseil des ministres. Il y a une commission. Si les assemblées provinciales sont plénières et autonomes, ils ont le pouvoir de faire partie de quelqu'un. Ils ont déjà voté à majorité. 24 élus sur les 41. Vous me rejoignez, Jean-Marie. Cette question est très complexe. Légitimité. Justement, elle a son soubassement au niveau de la Constitution. Les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Mais ils sont investis par l'ordonnance du président de la République. Donc ils sont redevables devant des institutions. Institution président de la République et institution assemblée provinciale. Parce que l'assemblée provinciale peut faire partir un gouverneur et le président peut aussi faire partir un gouverneur. Mais moi je pense que si on s'était arrêté au niveau où le président seul peut avoir ses pouvoirs, tous ces petits roitelets dans les provinces telles que nous les voyons ne feront pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais parce qu'on n'est plus dans une république, on va dire à la Mobutu, où effectivement il avait tous les pouvoirs. C'est pourquoi toute la nécessité, je ne dis bien pas de réviser, mais de changer cette constitution.
Mais nous sommes là, les institutions sont là. L'initiative, vous savez, elle peut venir d'une portion de 5 000 personnes. La pétition est déjà engagée par l'envol des... Le temps qu'on le disait, oui, ça sonnait mal parce qu'on voulait un peu charger avec beaucoup de comment on appelle ça, des intentions sur Kabila. Maintenant que nous avons des institutions, oui, même Félix est d'accord pour que cette constitution puisse trouver des modifications. Maintenant, la question de Béni, oui, vous l'avez dit, Jean-Marie. La question de Béni, vous l'avez dit. Ce que moi je déplore ici, c'est cette complicité interne. Et Roubero est mieux placé pour répondre à cette question. Tous ceux-là qui ont géré cette partie orientale dont les officiers, mixage et brassage pendant les RCD. Et je crois quand même qu'avec le temps, quand Mbele disait, je ne pouvais pas imaginer un président de la République qui a tout comme Kabila l'était. L'argent, moyens, tout ça. Et que lui-même puisse être complice. Je ne sais pas, qu'est-ce que Kabila a gagné? Parce que même Kabila président, il pouvait exploiter l'Est et avoir tout ça de logiquement. On a même brûlé sa propre maison. Ah oui. Donc je crois que ça c'est grave. Et vous avez le discours de quelqu'un comme Mukwege. Oui. Non, moi je me dis, j'ai beaucoup de respect pour le docteur Mukwege. Mais le docteur Mukwege traite qui, répare qui? Les femmes violées par les ADF Nalou. Oui. Encore que ce n'est pas lui qui les traite, ce sont ses infirmiers et ses infirmières. Vous savez, les Occidentaux ici, si on ne fait pas beaucoup d'attention avec eux, ils viendront jusqu'à prendre nos femmes et nos enfants, récupérer notre territoire ici. On sait ce qui se passe à l'Est, on est entré dans une politique d'occupation des terres. Quand on chasse tous ces gens, ceux qui viennent là, on ne sait pas, Rwandais, Ougandais, Burundais, ils s'installent finalement. Et cette question ne doit pas être perçue dans le sens de l'individualiser sur la personne de Tshisekedi. Tshisekedi n'a que 5 ou 10 ans. Il peut partir. Kabila a fait 18 et il est parti. La question de l'Est est là. Celui qui pourra venir après Tshisekedi, s'il ne met pas de sérieux, cette question va demeurer. Mais moi, je crois qu'il faut d'abord épirer. Passer même aux armes, si je peux être même dire. Qui? Tous ces traîtres qui sont au niveau de l'armée. On a retrouvé, je tiens les propos du ministère de la Défense, on a retrouvé des numéros. Vous êtes quoi mettre ici? Seulement, je ne fais pas... Il faut faire des procès publics alors. Mais justement, qu'on remonte la traçabilité, conversation, c'est le numéro de qui, si c'est des cas Samba, on retrouve... Malheureusement, il est civil. Voilà. Bon. Malheureusement, vous êtes civil. Approchez, on a mis des militaires quand même. Nous sommes sûrs qu'il y a des généraux au sein de FARDC, oui, au sein de la police, de la police. Nous avons vos sadiques politiciens ici à Kinshasa qui tirent profit de ces histoires. Ils sont derrière les ADF. Ils sont là, les Lumbala, les Mbouissa et consorts. Bon, je ne sais pas les noms. Non, j'ai dit ils en connaissent quelque chose. Oui. Ils en connaissent quelque chose. Comment pouvez-vous imaginer un Congolais authentique qui aime son pays, qui pouvait quitter son poste parlementaire, là je parle de Lumbala, député, et aller rejoindre une rébellion? Vous pouvez imaginer ça? Il s'est amendé depuis. Non, ces gens ne peuvent pas amendé comme ça. Donc moi je crois que la question va au-delà de la personne de Tshisekedi. C'est vrai, commandant suprême, président de la République, mais c'est une question qui doit mobiliser tous les Congolais. Ceux qui meurent à l'Est, ce sont nos frères, Jean-Marie. Ce sont nos frères. Ils meurent comme des animaux, Kaembe l'a dit. Une cruauté qui ne s'explique pas à travers le monde, même Boko Haram à l'est. Et donc vous êtes d'avis que le 2 mois de trêve là qu'on a connu, décembre, février, mars, c'était juste pour tester sur Félix, c'était d'aller être un peu, conciliant, aller dans le sens de ce que les autres lui demandaient de faire. Et comme il n'a pas fait, non, mais écoutez, c'est ça. Parce qu'il a fait quand même le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, tous ces... Pour commencer, hein. Oui. Et pour leur dire, voilà, je vous rassure, il faut qu'on travaille maintenant ensemble, etc. Il y a eu beaucoup d'opérations de charme, mais finalement, pourquoi ça a dégénéré? Non, mais justement, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, cette question doit mobiliser plus d'un Congolais. Et tel que nous sommes là, les gens qui tuent les autres, ils sont inutiles pour la vie. Il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un qui est cruel. Quelqu'un qui vient ici, qui entre, qui veut nous agresser ici. Au contraire, si nous pouvons nous défendre, on la bat ici dans le plateau et puis il part. Donc, les Nandés là, et même ils se créent des problèmes. Parce que les complices, voilà, les familles ADF vivent avec. Regardez là, on a retrouvé toutes ces munitions, armes et consorts. On a dit même d'ailleurs que l'une des opérations, c'était un ADF qui venait récupérer les médicaments. Voilà. Donc, moi ici, je responsabilise tous ces leaders de cette partie de l'Est, notamment de Béni, les Ferdinand Kambere et tous les autres là. Ils doivent, comme leaders, parler à leur population. Tous les députés nationaux élus de cette partie parler à cette population. Mais ils disent que le gouvernement central ne fait rien. Au-delà de tout, Jean-Marie, non, il ne faut pas dire ça. Comment est-ce que l'état-major général intégré est aujourd'hui à Béni? C'est le gouvernement central. Parce que, qu'on se le dise, nous sommes à Kinshasa, vous êtes vêtus et beaucoup de jeunes meurent là-bas, dans l'anonymat le plus total. On doit se le dire, avant tout, ce sont eux-mêmes qui meurent.
Ce sont écumères. Et s'ils sont complices de cette situation, même Dieu les maudirait parce que ça ne peut pas se passer de cette façon-là. Alors j'aimerais bien, j'aimerais bien demander à Charles Quint. Je posais cette question tout à l'heure sur la complicité des intellectuels. Nous, ici, on est en train de parler en tant que journalistes, etc. Beaucoup de gens disent, oui, c'est très bien, les journalistes se parlent beaucoup, c'est gentil. Mais, les ONG qui sont sur place, qui encadrent la jeunesse, qui encadrent les femmes, les médecins là, comme le Mukwege et tout ça, qui sont dans les chancelleries, qui partent dans des cérémonies internationales, etc. Pourquoi ils ne dénoncent pas les multinationales qui profitent de cette déliquescence? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais ici... Parce que, nous le savons tous, il y a des usines de transformation au Rwanda, il y a des usines de raffinage en Ouganda, et on le sait. Bon, il y a beaucoup de Congolais qui ont des comptes dans ce pays-là. Pourquoi les intellectuels de l'Est, pourquoi les hommes politiques de l'Est, pourquoi la presse de l'Est ne dénonce pas ça clairement et tout le temps? Je pense que cette émission, et surtout sur ce plateau, on n'est pas là pour, entre autres, ternir l'image du docteur Mukwege. On ne ternit pas. Celui qui était à la base, celui qui instrumentalise les adeptes. C'est comme s'il est content de voir les on a tout simplement on a commenté ses propos. S'il vous plaît. On a commenté ses propos. Oui, non, et justement, j'ai entendu... Il a dit que la MONUSCO reste. J'ai entendu ici ce qui est une vérité. Oui. Bon, la palissade... je crois que c'était Jean-Pierre ou Pigérard, je ne me souviens pas encore bien, qui a dit que s'il n'y avait pas de violence, Mukwege ne serait plus là. C'est son matériau. Hein. Oui, Mukwege ne serait plus là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mukwege est content de voir ce qui se passe là. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Pour acquérir cette notoriété, je ne pense pas. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit ceci. Non, il ne faut pas qu'il y ait confusion, mais par rapport à ce que nous suivons, parce que la plupart essaient de couper pour mettre sur Internet, etc. L'objet ici du commentaire, du propos de M. Mukwege, c'est de dire pourquoi quand les Congolais, dans leur majorité, demandent que la MONUSCO parte, lui dit que la MONUSCO reste. Oui, mais c'est pas seulement Mukwege. Moi aussi, je peux dire qu'aujourd'hui... Nous, on a pris... S'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs que si la MONUSCO quitte la République démocratique du Congo, maintenant, la paix revient automatiquement à l'est du pays? Est-ce que nous sommes vraiment sûrs? S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons affirmer que si demain la MONUSCO fait son apparition, directement la paix revient à l'est? Il y a les processus des engagements qui peuvent prendre du temps. Oui, mais ça peut prendre du temps, mais nous ne pouvons pas... Mais il faut que ça commence. Nous ne pouvons pas vouloir bouc émissériser la MONUSCO ici. La MONUSCO a des failles parce qu'elle a des moyens sophistiqués qu'elle pouvait mettre à la disposition des FARDC pour que l'on puisse mettre hors d'état de nuire ces éléments nuisibles. Mais malheureusement, ça pose un peu de problème. Mais nous avons aussi vu qu'avec l'appui de la MONUSCO, les FARDC avaient été parvenus à traquer Kunda Batouare. Ça, nous le savons. On doit quand même le rappeler. La MONUSCO avait joué un rôle important. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout mettre sur la tête de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes qui doivent prendre le dessus. Et coup de chapeau aux FARDC qui font un travail excellent là-bas, bien que cette guerre étant asymétrique, ça pose véritablement de vrais problèmes. Et moi je me dis, est-ce que vous voyez tous ces militaires-là être humiliés de cette façon? Vous les voyez à l'aise, contents? Revenons à ma question. Ici, mais ils sont blessés dans leur amour propre de voir ce qui se passe là. Est-ce que les Maliens, les Burkinabés, ils ont tort? Justement, la MONUSCO peut partir, mais cela ne veut pas dire que si la MONUSCO quittait les territoires congolais aujourd'hui, que la paix doit revenir automatiquement. Mais elle est là, il n'y a pas la paix. Parce que ici, nous sommes d'abord en train de dénoncer le fait qu'il y a complicité
le ministre de la Défense lui-même l'a dit devant la représentation dans cette nationale. complicité, la MONUSCO, ces éléments de la MONUSCO, ils font partie. Oui, il peut y avoir des brebis galaises. Je ne suis pas ici en train de défendre la MONUSCO. Jacqueline, ne défends pas la MONUSCO. Non, je ne défends pas la MONUSCO, mais je suis en train de dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que si la MONUSCO quitter la République aujourd'hui, que la paix doit revenir automatiquement. Ça, quand même, devons être un peu objectifs pour les voir. Revenons à ma question. Alors, maintenant, oui. par rapport à la... Vous avez parlé de la complicité des intellectuels. Non, j'ai dit l'inefficacité et... Je dirais la même non-dénonciation des intellectuels. Non, la non-dénonciation, et je peux même dire l'inefficacité sur le plan des conscientisations. Oui, mais dénonciation. Oui, il y a certains intellectuels qui font un travail. J'entends. On avait vu sur Internet, hashtag béni, je suis béni, tout ça, sur l'Internet. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Oui, vous savez, moi, et puis je crois Jean-Pierre Kaimbe a relevé un fait important ici. Peut-être qu'on n'a pas pu tirer attention là-dessus. Oui, lequel? Il a parlé de Moussa Nyamwisi. Oui. Moussa Nyamwisi est un rebelle, un ex-rebelle, qui connaît très bien ce qui se passe dans cette partie de la République. Mais il a dit qu'il est l'ami. Et je ne comprends pas le silence. Mais je ne comprends pas lui et Rouveroi, il connaît. Mais il a dit qu'il est l'ami du président, il est venu pour écrire. Oui, mais c'est quand même suspect. Qu'est-ce qui justifie le silence de Moussa Nyamwisi aujourd'hui? Au moment où on tue ses frères, nos frères. Il a parlé il y a une semaine. Il a dit quoi? Et il fait quoi? Parce qu'il connaît quand même toute cette... Depuis qu'il n'a pas eu son poste qu'on lui avait promis. Il connaît. Il a payé. Et aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, c'est très important. Nous sommes en train de parler de notre patrie. Il est important que les Congolais puissent se liguer pour finalement mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas une affaire de Moïse Katumbi qui il peut aller là-bas dire il faut, bien que c'est bon, qu'il faille augmenter la solde des militaires, mais il ne faut pas quand même faire croire aux gens que c'est seulement l'augmentation de la solde qui va automatiquement résoudre les problèmes. C'est quand même ce discours-là un peu simpliste qui pose problème. Aujourd'hui, cette question n'est pas une question qui vise Félix Tshisekedi. C'est faux et archi faux. Parce qu'on croyait que c'était Kabila était complice et qu'il connaissait ce qui se passait, on l'accusait de tous les maux. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a notamment les généraux et les autres Congolais qui tirent profit de cela, qui n'ont pas intérêt à avoir... Donc Félix est aussi victime de ça. Félix, il est victime de ça. 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 Bon, est-ce que vous voyez qu'un président de la République accepte de voir chaque jour... Vous vous contredisez. Pardon? Vous vous contredisez. Je me contredis comment? Allez-y. Moi, je dis que cette guerre n'est pas... D'abord, il faut qu'il donne son argument. Vous avez dit qu'il faut la... Vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole. Non, vous allez prendre la parole. Pourquoi il dit que ça ne vise pas Félix Tshisekedi. Oui. Et en quoi il est victime? Non, mais il est victime parce que Congolais comme nous. Il est victime parce que Congolais comme nous. Il est victime. Non, s'il vous plaît. Il est victime par le fait que il vient, il annonce la paix. Ok? Et pendant qu'il annonce la paix, il amène des il fait mener des actions par les FARDC, des actions concrètes. Et on sabote ces actions-là. Par qui? Par des Congolais et des éléments de la MONUSCO. Moi j'ai noté ce que vous avez dit ici. Vous avez dit que cette guerre n'est pas politique. C'est ce que vous avez soutenu. Si, j'ai dit qu'elle est politique. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'elle n'est pas politique. Moi j'ai dit ceci. Moi j'ai dit que cette guerre aujourd'hui, avec tout ce que les autorités dénoncent, notamment les ministres, ils parlent de l'infiltration, ils parlent de la complicité de ceux qui tirent des profits économiques dans cette guerre. Il y a absolument des intérêts économiques que beaucoup sont en train de défendre. Ça veut dire que même si Félix Tshisekedi quittait le pouvoir aujourd'hui et que demain, que ce soit Moïse Katumbi ou autre, ceux qui ont des intérêts économiques dans cette guerre, ils vont continuer cette guerre. Ils vont continuer. Alors vous allez dire qu'elle est politique? Parce que je ne pense pas que c'est une guerre qui vise... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attendez. Donc lorsqu'on parle ici, lorsqu'on parle de la guerre politique, c'est la guerre qui vise, en fait,
le numéro 1, parlons, qui vise le président de la République. Parce que hier, ça veut dire... Attendez, s'il vous plaît, non, excusez-moi, je m'explique. Oui. Hier, on disait que cette guerre, Kabila était complice. C'est un problème d'approche conceptuelle. Attendez, oui. Et qui Kabila était complice. Pour rester au pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que Tshisekedi est complice de ça, dans cette guerre? Il n'est pas complice. Donc il y a des intérêts économiques majeurs qui sont à la base de cette guerre. C'est pas la bonne question. Ceux qui tirent des intérêts. Vous allez chercher très loin. Vous allez chercher très loin. Laissez-moi parler. Chutez. Vous tous ici, vous avez relevé le fait que il y a des intérêts économiques majeurs là-dessus. Est-ce que ces intérêts économiques disparaîtront lorsque Tshisekedi quittera le pouvoir? Ces intérêts-là seront là. Donc ça veut dire... Non, s'il vous plaît, j'aimerais que ça va. Il y a un faux chiffre parce que du Congo central. Vous n'avez pas encore parlé du Congo central, s'il vous plaît. Non, vous en avez... Alors, je suis sur le Congo central. Le Congo central, oui. Ce qui se passe au Congo central est grave. C'est quoi? Il y a à la fois l'instrumentalisation des députés provinciaux par notamment certains députés nationaux et certains leaders politiques. Parce que moi je ne peux pas comprendre comment ces députés qui ont été amenés à voter pour la levée des immunités d'Atouma Toubana n'ont pas pu le faire. Et qu'aujourd'hui, les premiers ministres, les vice-premiers ministres qui n'avaient pas pris la mesure des suspensions du ministre viennent constater les abus du gouverneur intérimaire, lèvent les mesures conservatoires qui ont été prises par Basile Longo. On accuse celui-ci de jouer les jeux. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le cash n'a aucun intérêt. S'il vous plaît, parce que dans cette affaire du Bas-Congo, quel est l'intérêt de Gilbert Kankonde? Récupérer à tout? Non, il récupérer à tout comment? On a vu que le gouverneur intérimaire était à la base des abus. Est-ce qu'il fallait laisser pourrir cette situation de cette façon-là? Ou carrément il fallait que les ministres interviennent, étant donné que Atouma Toubana n'a pas été mis en accusation. Donc ça doit être clair. Et il faut aussi dénoncer le comportement de ces histoires politiques comme les autres là qui ont agressé les FPM à l'Assemblée nationale. C'est vraiment un spectacle déroulant. Les gens ne se rendent pas. On fait preuve de légèreté quand on parle de l'affaire du Congo central, Jean-Marie. Mais cette province est en train de sombrer dans l'ingouvernabilité. J'ai une partie de mon cœur qui bat pour le Congo central. J'y ai vécu pendant des années et je sais de quoi je parle. Et dans tout ça, qu'est-ce qui a embrasé la situation? C'est M. Kankonde, il faut qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Est-ce que c'est lui qui a réhabilité à tout, sachant qu'il y avait un front? Il a les droits ou pas? Enfin, quand vous lisez la loi sur la libre administration des provinces, ni lui, enfin, à l'époque, M. Basile a pris la décision suspendant à tout, parce qu'il avait reçu l'instruction venant du Premier ministre qui avait été... Attendez qu'il termine. Allez-y. Il vous distrait. Allez-y. Monsieur Basile avait été instruit par le Premier ministre Bruno Tshibala à l'époque. Tshibala qui avait été instruit lui-même par le président. Mais quand vous prenez la décision de M. Kankonde... Il est instruit par qui? J'ignore s'il a reçu l'instruction du président. Tout ce que l'on sait, c'est que la veille, le chef de l'État a reçu le chef de l'église Kimanguiste. Alors, est-ce qu'il est venu? On va traduire pour ceux qui nous suivent. Le chef de l'église Kimanguiste demande au président de la République de régler immédiatement la situation du Bas-Congo. Celui-ci instruit son Premier ministre de réhabiliter le vice-gouverneur sans informer le Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas au courant parce que c'est là la sanction qu'il a, enfin une sanction ou une mesure disciplinaire adressée. C'est vrai, M. Kankonde n'avoir pas reçu la lettre. Mais comment le vice-premier ministre peut prendre des mesures sans informer son chef? Voilà, c'est ça le dysfonctionnement qu'il y a dans ce gouvernement. Et donc l'action de M. Ilou Kamba est à saluer. Mais maintenant, ici, Jean-Marie, vous ne vous rendez pas compte que nous sommes partis d'une affaire privée de sextep entre le vice-gouverneur et l'assistante du gouverneur pour déboucher sur quelque chose qui peut être l'étincelle
qui peut embraser la coalition. Parce que, le Congo central est ingouvernable, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas d'assemblée provinciale, parce que dans la foulée, M. Batoussi est visé lui-même par une pétition, donc son fauteuil est bousculé. Vous arrivez ici au gouvernement central, il y a problème, il y a malaise entre le Premier ministre, et c'est lui qui est supposé être le premier des ministres dans l'architecture. Et au finish, c'est maintenant entre cash et parce que il faut voir l'étude de M. Kabound qui dénonce la robotisation. Mais si le cash veut tirer profit dans ça, quand vous allez à l'Assemblée provinciale du Congo central, cash a combien de députés? Donc, quoi que l'on dise aujourd'hui, Cash ne peut pas gouverner le Congo central parce qu'il n'a pas de députés. Et je trouve curieux qu'il y ait ce mouvement d'instabilité, particulièrement dans les provinces où le Front commun avait été défié. Je ne comprends pas. Qui instrumentalise? Le FCC a-t-il intérêt à déstabiliser le Congo central? Je me pose des questions, mais les gens ne se rendent pas compte. À qui profite le crime? Ici, je pense que je continue à réfléchir. En tout cas, je ne pense pas que ça profiterait ni au cash. Réfléchissez alors, à une phrase et puis on termine avec. Non. Un tour de parole, j'ai une mais minute. Nous devons laisser la deuxième tour, malheureusement, il y a le journal. Entrecoupé. Il y a le journal. S'il vous plaît. Oui. La situation au À Congo qui central, profite le crime au Congo central? lorsque Jean-Pierre Pas de Kayembe, juridisme. lorsque Jean-Pierre Kayembe rejette la faute sur le vice-premier ministre, Qui n'a pas informé son c'est chef. méconnaître l'origine de la question qui se pose aujourd'hui au Congo central. Les faits sont tels qu'ils sont produits, c'est connu. Mais le gouverneur suspendu, le procureur général demande à l'Assemblée provinciale de lever les immunités. On connaît l'histoire. Le FCC, ça c'est important de souligner. Oui. Le FCC a refusé de lever les immunités. Mais il avait déjà parce que retiré. majoritaire Il avait déjà retiré à sa l'Assemblée confiance. provinciale. Laissez-moi parler, Jean-Marie. Allez-y. Majoritaire à l'Assemblée provinciale. Oui. Qui est le ministre de l'Intérieur à l'époque, Basile Olongo, suspend le gouverneur. Le gouverneur se retrouve même à Makala. Il sort de Makala. Il n'y a jamais été. Le gouverneur sort, tu as parlé. Le gouverneur sort. Il a une suspension de 3 mois. Dans quelle administration une suspension peut dépasser 3 mois? Et le vice-premier ministre se rend compte que monsieur traîne à Kinshasa. Alors qu'il y a des problèmes, il doit rentrer dans sa province. C'est ce que dit la lettre du vice-premier ministre. Il a renvoyé le gouverneur à la province pour que cette situation soit tranchée par les députés provinciaux. Mais arrivé là-bas, on organise une plénière. Et au cours de cette plénière, il y avait 2 motions. D'abord, une première motion contre le président de l'Assemblée provinciale et une deuxième contre le gouverneur. Il y a une motion de procédure qui est soulevée où on demande de commencer par la motion contre le président de l'Assemblée provinciale. Et c'est là que tout commence. Le garde du corps du président va tirer en l'air pour sommer les députés. Et ils vont sortir pour aller tenir une plénière dans un hôtel. Il y a des gens qui ont... 2 membres du FCC. Et sur les 41 membres de l'Assemblée provinciale, il y a eu 24 là-bas. Aux dernières nouvelles, le Conseil des ministres a jugé illégal la plénière qui a destitué le gouverneur. Donc aujourd'hui, on donne raison au vice-premier ministre. C'est ça qu'il faut savoir. Jean-Marie, conclure. Basile Olongo qui suspend à tout ne t'ai pas dit cash, en tout cas, à ce que je sache. Basile Olongo est du FCC. Ça, on doit se le dire. Oui. Mais quand KMB fait un peu ce raccordement que son ami Harold M appelait frauduleux, je trouve que c'est pas correct et c'est pas honnête. Qui tire les ficelles, qui est derrière? Mais quand Atou Atindagiba qui est filmé vice-gouverneur avec Mamimi, qui l'avait envoyé? Qui l'a envoyé du cash et qui l'a envoyé du FCC? Il était dans son coup qui a échoué. Mais maintenant, pour chuter, je dis aujourd'hui que l'article 198 donne le pouvoir au président de la République. Oui. La province du Congo central est une province historique pour ce pays. Simon Kimbango Botama Kuna. On ne peut pas continuer, je suis en train de parler, cher ami, on ne peut pas continuer à désacraliser à cette province comme ça. Ça, c'est une question qui va au-delà des appartenances politiques.
le Premier ministre, le Conseil des ministres était là, qu'on nous arrête toutes ces procédures, que le président appelle encore le Conseil des ministres, qu'on les attende. Excusez-moi, Jenny, je suis en train de parler. On n'a plus que cet article, c'est-à-dire que le président de la République limoge à tout et puis se dissoudre l'Assemblée. Mais il faut faire parce que l'ingouvernabilité est la base. Attendez, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas c'est au président de déclencher le mécanisme. Lis bien l'article. Cet article-là est complété par l'article. S'il vous plaît. Alors, le président déclenche d'abord le mécanisme. Qu'il déclenche le mécanisme. Parce que ça ne va pas avec cette ingouvernabilité. Alors, il faut conclure aussi en alors, une phrase alors. En tout cas, ce qu'il faut maintenant, c'est que l'on considère le vote de la plénière qui a destitué M. Matoubouana. Attendez s'il vous plaît, et que les députés reviennent pour traiter de la pétition contre M. Matoussila. Matoussila et Matoubouana ne méritent plus d'être à la tête du Congo. Merci beaucoup. Il doit prendre un peu de courage, Jean-Marie. Attendez. De courage, ça en fait trop. Dans l'armée, dans la divulgation. On accusera le président Tshisekedi d'avoir violé la Constitution et la loi si aujourd'hui il révoque à tout le monde. Et Kabila avait pas comment? Attendez, quand Kabila n'est pas encore réuni. On est à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Kabila a fait partir, comment il s'appelle, Baïndé. Il avait fait quoi? Les conditions n'étaient pas réunies. Attendez. Le conseil, il faut aller lire. Je vais juste vous dire une chose. Du calme. Du calme, s'il vous plaît. Du calme. Alors, je dois vous dire ceci. Il ne faut pas faire du président de la République un dictateur qui va prendre des décisions sans respecter les textes, parce que le même texte risque de se retourner contre lui. Il faudra demander au vice-premier ministre de destituer ou de révoquer. Merci beaucoup. Voilà. La logique On se retrouve la fois prochaine et surtout on va suivre de très près la situation des provinces. Il ne faut pas qu'à chaque province où il y a des problèmes, qu'on puisse les guider à partir de Kinshasa. À la semaine prochaine. Bonne chance.